Écoutez, pour la journée des femmes, je voudrais vous présenter bien sûr l'histoire d'Anna, mais avant je voudrais vous faire cadeau d'une pièce historique sur le mouvement des femmes. Je voudrais vous faire entendre l'hymne des femmes. Et c'est de cet hymne-là que j'ai conçu la matinée. Voilà. Dans les milieux radicaux, dans les milieux féministes, en France, quand cette chanson est chantée, et notamment est chantée par la compagnie Joli Môme, qu'on vient d'entendre, c'est la compagnie Joli Môme, les femmes se lèvent, certaines lèvent le poing, d'autres non, ça dépend. Mais vous voyez, c'est un peu c'est un texte fort hein, pour les féministes, un texte très fort. Vous verrez, il est parlé de trois choses, entre autres, dans ce texte. Il est question d'humiliation, de colère et de jouissance. C'est ce que nous allons parler tout à l'heure. Nous allons parler de l'histoire d'Anne, qui est une histoire d'humiliation, de colère et de jouissance. C'est pour ça qu'on partira du pire pour aller au meilleur. Sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. C'est une histoire de désir et de domination, de désir dominé devenant d'abord désir d'autonomie, puis enfin désir autonome. C'est une histoire conjuguant le pire et le meilleur. C'est l'histoire d'Anna. Anna est une femme de 40 ans. Elle est enseignante. Elle a 2 enfants. Elle est mariée depuis 20 ans.
Son époux est technicien. Après une longue période de sa vie, sans enfant, consacrée au loisir et au métier, le couple décide d'être parents. Ils s'y investissent tous les deux, père et mère. Anna dit mener une vie de couple et de famille satisfaisante. Jusqu'au jour où l'ordinaire devient plus lourd à vivre pour Anna. La lourdeur se manifeste lentement. La réalité familiale devient pesante. La charge des enfants lui paraît être assurée à plus de 75% par elle. Elle a du mal à prendre du temps pour un modeste loisir hebdomadaire, une activité culturelle, partagée avec d'autres copines. Par contre, son époux ne se prive pas de loisirs, de loisirs nécessaires, dit-il, à son équilibre. Bien sûr, la maman est satisfaite d'être toute à ses enfants, mais quand même, cela a duré des années. Cela fait beaucoup de renoncements personnels. Par ailleurs, que ce soit pour l'organisation de sa vie professionnelle ou pour celle des vacances familiales, le point de vue de son époux prime toujours. Elle prend le parti de renoncer à ses désirs et à ses besoins, dans l'intérêt de la famille, dit-elle. Pour les soins esthétiques de son corps, Anna se conforme au goût et même aux exigences de son mari. Son mari quitte son travail pour mauvaise relation avec son employeur et se retrouve donc sans emploi. Anna doit alors s'assurer seule l'assise financière de la famille. Dans son activité professionnelle, elle doit passer en plein temps. Bien que sans emploi, l'époux et père ne prend pas davantage en charge les tâches ménagères et parentales. Enfin, Anna passe une période de moindre désir libidinal pour son époux. Anna s'interroge sur cette absence de désir et sur sa durabilité restreinte. L'accumulation des difficultés de vie commune ne sont pas, selon elle, la seule ni la principale cause de désamour. Le manque de désir vient aussi d'ailleurs. Elle s'interroge plus généralement sur le rapport entre désir et amour. Aime-t-elle encore celui qu'elle ne désire plus? Elle s'interroge enfin sur la légitimité de son refus de rapport sexuel au prétexte, dit-elle, de son désinvestissement libidinal. Ne doit-elle pas passer outre son désir pour satisfaire son mari? Ce dernier prétend que le désir vient en faisant. Il dit aussi que faire l'amour détend, que cela fait partie d'une simple hygiène de vie. Elle n'est pas tout à fait convaincue. Elle est déçue même des considérations de son mari. Son époux finit par s'agacer de son refus réitéré de faire l'amour. Il insiste de plus en plus vivement. Il en vient même à la culpabiliser au nom du devoir conjugal, comme il dit. Une nuit, entrant tardivement à son domicile, il réveille son épouse, en posant sa main sur son sexe et en déclarant « Ceci est mon corps, ceci est amour, ceci est amour ». Anna réitère l'expression de son manque de désir et donc de son refus de faire l'amour. Il insiste à nouveau. Anna se met en colère et se rend compte. Anna fait alors un rêve, un mauvais rêve, un cauchemar, jusqu'à se rendre compte que son époux l'a effectivement pénétré. Anna, de guerre lasse, se laisse faire. Elle subit pour la première fois une relation sexuelle. Disons bien sûr de suite qu'il ne s'agit pas là, en fait, d'une relation sexuelle, mais d'une agression sexuelle, nommée, dans la législation française, viol. Revenons à notre histoire. Anna s'en veut de s'être exécutée, comme elle le dit, après avoir dit non en amont. La notion de viol ne lui apparaît pas de suite. N'avait-elle pas consenti en cédant? Oui, sauf que la violence avait pris la place de la volonté. Le mari minimisa ce qu'il qualifia de peut-être désagréable pour toi, mais si nécessaire pour moi. Quoi, un prétendu besoin masculin à satisfaire. À partir de là, le refus déclaré d'Anne d'entretenir dès lors des rapports sexuels avec son mari entraîne ipso facto l'abandon par celui-ci de tout travail domestique et d'assistance aux enfants. Anna décide de divorcer. Son mari lui reproche alors de détruire la famille.
Anna découvre qu'elle avait accepté une vie jusque-là en partie contrainte au nom de la famille. Le divorce se passe mal. Son époux lui fait payer le divorce par des humiliations répétées et par une gifle. Pour l'humiliation, Anne dit comprendre. Elle se met dans la peau du père de ses enfants. Oui, il souffre, dit-elle, d'une séparation qu'il ne voulait pas. Par contre, la gifle, en présence des enfants, va lui faciliter le départ du domicile conjugal. Voilà le début de l'histoire d'Anna. L'histoire d'Anna est-elle si singulière que cela? Interrogeons la condition féminine et nous irons donc du singulier au général. Et d'abord, analysons le cas d'Anna au regard, en visitant les chiffres. Les derniers chiffres pour la France de l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, plus de 200 000 femmes en France se déclarent victimes de violences conjugales. Chez Anna, c'était viol plus gifle. Le plus souvent, il s'agit de violences répétées, puisque 70% des victimes reconnaissent avoir été agressées à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années. Ce n'est pas le cas d'Anna. En France, sur 100 000 habitants, 10 ou 20 personnes portent plainte pour viol. Les femmes, c'est-à-dire les personnes de sexe féminin, représentent 75 à 95% des victimes de violences déclarées, sexuelles déclarées. Elles en sont donc les femmes les principales victimes. Les auteurs sont le plus souvent des hommes connus des victimes. Seuls 10% des hommes leur sont inconnus. Et 66% d'hommes sont connus, soit 4 fois plus. 17% n'ont pas répondu à la question. Donc, 66% des hommes sont connus des femmes, et s'il s'agit des auteurs des viols. 15% des auteurs sont les conjoints, ou les partenaires. 5% sont les amis. 5% les pères ou les beaux-pères. 10% des personnes diverses de la famille. 3% des collègues. Il faut croire que c'est plus dangereux de vivre en conjugalité qu'avec des collègues. Soit, au total, ça fait 40% de proches. 20% des femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie. 20%, 20,5% exactement. Déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie, soit une femme sur 5. Par contre, vous avez 6,8% des hommes qui déclarent avoir subi des violences sexuelles, c'est-à-dire un homme sur 15. D'un côté, vous avez une femme sur 5 et de l'autre, vous avez un homme sur 15. Soit 3 fois plus les femmes que pour les hommes. Voir ça. Maintenant, parlons du travail domestique en France. Quelle durée du travail domestique pour chacun, homme ou femme, dans une journée? Les hommes passent en moyenne 2h30 aux travaux ménagers. Les femmes, 4h30. 2h30, 4h30. Anna pensait en faire le double. Les femmes assurent près des 2 tiers des tâches ménagères. Des 2 tiers des tâches ménagères. Elles sont aussi les plus nombreuses que les hommes à gérer les imprévus liés aux enfants. Ce sont les femmes qui vont chercher les enfants en cas d'urgence à l'école ou à la crèche s'ils sont malades et s'absentent de leur emploi pour les garder à la maison. Entre les hommes et les femmes, la grande différence réside, comme le disent les sociologues, réside dans la temporalité de leur investissement. Pas beau ça? Temporalité. Celui des femmes, de temporalité, est régulier, durable, tandis que celui des hommes est le plus souvent temporaire, occasionnel. Anna vécut le sort des communes des femmes. Venons-en maintenant à l'analyse du cas d'Anna et de toutes les femmes dans sa situation, et qui sont nombreuses. La domination masculine est difficile à identifier par la victime en raison de son fréquent consentement au nom de l'amour conjugal ou de l'amour parental. C'est bien connu. Ce serait aux femmes d'être en charge de l'harmonie familiale en devenant complaisantes envers les prétendues natures masculines dominantes. À la domination des hommes s'ajoute la propriété. Ceci est à moi, dit le mari en posant sa main sur le sexe d'Anna. L'anthropologue Geneviève Tillon disait « Les femmes, comme les champs, font partie du patrimoine. »
Judith Butler et Catherine Malabou évoquent la revendication masculine adressée à l'épouse. « Sois mon corps », parole du maître à son esclave, dont il dispose du corps absolu. Non. « Sois mon corps » signifie « tu n'existes que d'être à moi, que d'être moi. Tu n'existes que d'être rien par toi-même. Tu n'existes qu'un outil. » Les femmes réduites à être des auxiliaires des hommes jusqu'à ne pas avoir de corps propre, jusqu'à ne pas avoir de désir propre. Il est demandé aux épouses, sinon exigé d'elles, d'aligner leur désir sur celui de leur époux. Rappelez-vous, avec Anna, emploi du temps, organisation des loisirs, des vacances, activités professionnelles, esthétisme, domesticité sexuelle. L'alignement sur le désir maître est le nœud de l'oppression des femmes. L'alignement sur le désir maître est le nœud de l'oppression des femmes. Un mot sur le viol. Le viol le plus fréquent est le viol conjugal. La vie conjugale offre les conditions optimales de dépendance des femmes permettant le viol. La femme est sous la main. Un jour, un juge signifie à un mari violent qu'il est inculpé de violence contre une personne. Lui rétorque, ce n'est pas une personne, c'est ma femme. C'est seulement dans les années 60 et 90 que les femmes deviennent légalement maîtresses d'elles-mêmes. Presque totalement, mais pas totalement. Parce qu'encore en matière sexuelle, ce n'est pas le cas. En effet, ce n'est qu'en 1992 que le viol dans le mariage est reconnu. Avant cette date, écrit la sociologue féministe Christine Delphi, elle écrit « Le consentement de la femme était considéré comme donné une fois pour toutes le jour du mariage, pour toute la vie et pour toutes les minutes que durerait celle-ci. » La législation accorde aujourd'hui aux femmes le droit de s'appartenir. Il était temps. Les hommes ont perdu le droit d'usage sexuel de leurs femmes. Mais les femmes ont-elles les moyens de faire prévaloir leurs désirs et surtout leur non-désir dans l'espace intime du couple et même pire dans la famille? Le chantage aux enfants est l'arme de domination masculine. Le chantage aux valeurs et à amour filial est aussi l'arme de la domination masculine des époux ou des pères, oncles à l'égard des enfants. Christine Delphi déclare « Ce qu'un violeur veut, ce n'est pas un rapport sexuel quelconque, c'est ce rapport précis, un rapport violent en soi, quels que soient les moyens qu'il utilise. Ce qu'il veut, c'est vaincre la volonté de l'autre, lui enlever toute once d'individualité, de valeur, lui donner le sentiment qu'elle n'est rien. La spécificité du désir du violeur, de la force qui meut le violeur, c'est la haine des femmes. Sur 75 000 viols déclarés, 10 000 donnent lieu en France à une plainte. 2 000 aboutissent à une condamnation. 8 000 plaintes dont résultent-elles d'une fiction? 73 000 viols sont chaque année impunis. Le viol instille chez la femme la peur d'être une proie. Christine Delphi s'interroge. Doivent-elles donc choisir un homme pour être protégées des prédateurs? À quel moment leur homme, leur protecteur masculin, peut-il devenir lui-même à son tour dangereux? Récapitulons. Domination, propriété, haine des femmes, voilà les sources de la violence faite aux femmes dont Anna a été une victime. Avec Anna, nous avons vécu le pire. Mais l'histoire n'est pas finie. Voici maintenant le meilleur. Peu de temps après son divorce, Anna découvre le féminisme et rencontre un homme qui devient son amant. Je vais donner la parole à Anna et je vais pour cela placer dans sa bouche des extraits d'un petit ouvrage qui s'appelle « Petit éloge du désir » de Belinda Cannon, que vous trouverez ici, qui est remarquable, qui se lit en très peu de temps, 2 heures de temps, c'est lu. Très encourageant. C'est paru dans Poche Folio, donc c'est pas cher en plus. L'ouvrage est présent dans notre bibliothèque et je vous invite de soit l'emprunter, soit de l'acheter. Mais avant de mettre ces mots dans la bouche d'Anna, les mots de Belinda Cannon, je voudrais faire une mise en garde que des femmes à qui j'ai fait lire mon texte m'ont conseillé de faire, parce qu'il n'était pas compris.
biaisé. Nous allons entendre le témoignage d'une orientation sexuelle hétérosexuelle, hétéronormée, normée à l'hétéro. D'une manière générale, le désir libidinal sexuel doit être compris comme un mode de rencontre voluptueuse entre deux personnes indépendamment de leur sexe respectif. Donc ce n'est pas toujours un homme et une femme. Ce que je vais vous lire, c'est un homme et une femme. Mais ce n'est pas que ça. Et vous voyez bien que c'est pas simplement, je vais aller très loin, c'est pas simplement un homme et une femme, bien sûr, c'est pas deux femmes, c'est pas seulement deux hommes, ça peut être aussi toute autre chose. Si vous pensez qu'elle est transsexuelle, par exemple. Et puis il y a ceux qui sont ni hommes ni femmes, ils sont autre chose. Ils sont inqualifiables. Et ça, c'est. On m'a demandé de rajouter ça, parce que c'est très important aujourd'hui. Et moi, j'allais oublier. Écoutons donc Anna. Elle s'adresse à nous, elle nous parle de son aujourd'hui, mais commence par revisiter son passé. Passé qu'elle éclaire. Soyons attentifs. J'aime les hommes d'amour et d'enthousiasme. Je ne négocierai jamais dorénavant mon désir de liberté et d'égalité. Je construirai une vie d'indépendance. J'aime les hommes. Ils peuvent être des partenaires et des complices, bien sûr. Il faut les inciter à renoncer à certains privilèges. J'aime les hommes. Et donc je les cherche, je les recherche. Je veux vivre et partager avec eux, mais sans rien abdiquer de mes exigences d'être humain. Les machos et les misogynes de tout poil ne m'intéressent pas. Je les exclus de mon cercle, car je vois en eux que bêtises et manque d'assurance. Hors du lit, sommes-nous si différents des hommes? Quand nous jardinons, pensons, soignons, cuisinons, hormis dans la sexualité et dans la grossesse, nous sommes comme les hommes. Les différences sont construites en tout arbitraire, ou mieux, pour asseoir la domination masculine. Tout à l'heure, quand on a mis ces chaises, j'ai entendu des gens dire on est des femmes, on ne peut pas porter des chaises parce qu'on n'a pas la force, on n'est que des femmes. Il fallait que je dise que moi j'ai pas plus de force. Et en principe, au lit, on pense que je suis un homme. Voilà. Mais partout ailleurs, c'est pas forcé que je sois un homme, c'est pas nécessaire. Diana, oui, je déclare haut et fort que j'aime les hommes, que je les désire ardemment, car nous sommes faits pour nous entendre et nous caresser. Dans le désir, tu sors de toi, tu te mets soudain à équidistance de ta personne et de l'autre, tu fonds, et ainsi tu lui signifies, regarde dans quel état d'attente tu me mets. Tu jouis, et ainsi tu lui murmures, écoute, dans quel rêve, quel plaisir tu me conduis. Le plaisir est dilution de soi dans la sensation. Alors tu es au-dessus de toi-même, en un lieu où tu rencontres l'homme. C'est le plaisir qui engendre le désir. Il est fabriqué à deux. La joie rend désirable. Le désir ne se réduit pas à une concupiscence charnelle, mais il est une expérience métaphysique, celle d'une façon d'être au monde, élargie, amplifiée, anoblie. À travers le désir, tu vis en raccourci cette expérience capitale de l'humaine condition. La conscience que tu es mortel. Tu le désires passionnément, c'est-à-dire de tout ton être, tout entier, accaparé par cette ardente rencontre qui ne laisse aucun espace, vacant en toi. Et pourtant, tu n'ignores pas qu'un tel désir finira. Il s'épuisera. Tu en as le cœur secrètement étreint. Tu ne peux t'empêcher d'éprouver la crainte devant la fugacité du désir sensuel. Au bout de quelque temps, tu redoutes de le voir s'évanouir. Cette crainte ressemble à l'inquiétude qui nous saisit face à la finitude. Nous sommes mortels. Comment l'admettre? Le désir cessera, mortel lui aussi. Comment l'accepter? Tu crois qu'en un fulgurant raccourci, le désir nous fait vivre l'expérience de la précarité humaine et qu'il est simplement plus intense et plus bref? Nous désirons, nous vivons, cela finira, cœur étreint. Le désir dure le temps de l'étonnement, le désir suscite une belle curiosité. La belle curiosité durera tant que l'autre renouvellera ton étonnement par sa capacité de se réinventer lui-même. Tu aimes, dans l'intimité, écouter les gens, parler sincèrement de leur vie amoureuse. Tu constates cette chose fondamentale
D'un côté, toutes nos représentations de l'amour, du désir et du couple. De l'autre, la réalité concrète, vécue. Les deux ne se recoupent jamais. L'expérience la plus commune nous révèle aussi que le désir charnel s'use avec le temps. Par contre, nous pensons que nous faisons couple pour toujours. Alors, comment concilier l'amour dans la durée et le désir dans l'instant? Nous sommes héritiers d'une très ancienne culture qui valorise l'amour perpétuel. Nous proclamons « je t'aime pour toujours », mais nous savons que le « toujours » n'exprime pas la permanence. Il dit l'énergie de ton sentiment en ce jour. Toujours signifie la négation du temps, le pur présent de la joie. Dans l'ordre du sentiment, il n'exprime pas la durée, mais l'intensité. Si, comme il est indéniable, nous portons tous un souhait d'amour au long cours, de compagnonnage, de paix affective, pas moins puissant que notre désir d'intensité et d'ardeur, tu te demandes s'il y a vraiment que le couple qui puisse l'exaucer. Lorsque nous avons aimé, désiré quelqu'un un jour, cet amour n'a pas de raison de s'abolir. Et si la séparation, devenue naturelle, n'était plus une arène de combat, l'amour, sous sa dimension tendre et affectueuse, que les Grecs nommaient philia, pourrait durer toute une vie. Si tu reviens à la réalité des phénomènes, tu dois te montrer modeste et admettre que tu ne comprends rien, de rien au désir. Pourquoi ce corps? Pourquoi cet homme et pas celui-ci ou celui-là? Pourquoi pareil et moi en ce baiser? Aucune raison n'est suffisante pour expliquer le charme du désir et sa disparition. Voilà, c'était l'histoire d'Anna, du pire au meilleur. J'ai fait ma part. L'Inquieta Saouni, oui, Je vais simplement rajouter par rapport aux violences conjugales. Donc, une femme meurt tous les 2 jours et 1 minute, un homme meurt tous les 13 jours. Sachant quand un homme meurt, c'est souvent quand il y a les relations hommes et femmes pour prendre les enfants. Et c'est souvent des femmes qui étaient victimes de violences, qui, complètement abusées, complètement désespérées, passent à l'acte. Et c'est pour ça qu'il y a ces hommes. Merci. Tout à fait. Le manie assez bien le couteau quand même. Après 20 ans de violence, peut-être, oui. C'est elle qui tenait le couteau. Merveilleux film qu'on transmis à la télé, qui peut permettre justement à tout le monde, au plus grand nombre, de pouvoir savoir. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de l'inégalité des meurtres entre les hommes et les femmes. Et dans le couple, bien sûr. Je ne vais pas aborder cette question puisque je n'ai pas chargé Anna d'être victime d'un meurtre, d'une tentative de meurtre. Mais c'est vrai que c'est... Tout ce qui est dans Anna est des choses qui sont réelles. Et je vous ai évité le pire. Je vous ai évité le pire. Il y a d'autres histoires que j'ai sautées. C'est une histoire recomposée. Recomposée. Mais en évitant le pire. Et parfois loin de la réalité. Dans ces 200 000 viols, est-ce qu'il y a des analyses sur l'origine sociologique? Est-ce que plus on est pauvre, on est touché? Alors de dire ça touche tous les milieux. Ça touche tous les milieux. Ça touche tous les milieux. Vous aurez ça dans l'atlas de l'Institut de démographie nationale qui vient de paraître il y a un mois. Et vous avez tous ces chiffres-là, vous avez, si vous vous intéressez à la question, sur les chiffres français, vous avez... Et sur cette question, effectivement, il y a parité entre les classes sociales. Alors, pour répondre à Nordine, j'ai travaillé pendant quelques années, on se connaît bien, dans un foyer de femmes battues. Savoir que le plus difficile, plus tu es haut dans la société, plus c'est difficile pour une femme de porter plainte contre un chirurgien, contre un médecin, parce que la loi, enfin, en France, moi je vous parle d'un temps, voilà, quand j'étais assez jeune, et donc par rapport à ça, si une femme de chirurgien, je vais citer cet exemple que j'ai connu,
aller à la gendarmerie, à qui la gendarmerie fait confiance. Voilà, ça aussi c'est notre société. Certaines femmes n'osent pas non plus porter plainte, à la mesure où elles pensent que ça va se retourner contre elles, qu'on va les juger, qu'on va les... Et ce cas est difficile à passer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Malgré les grands efforts que fait la police pour mettre par exemple des femmes à l'accueil des femmes battues, etc., il n'empêche que les femmes craignent. Parce que c'est vrai que dans la société, on se moque des femmes battues, on se moque des femmes victimes, voilà. Et puis c'est vrai que vous avez manque pas de journaux qui stigmatisent les femmes parce que si elles sont violées, c'est qu'elles viennent chercher. Parce qu'elles n'ont pas à sortir tard le soir, parce qu'elles n'ont pas à porter des jupes trop courtes. Voilà. Au point que parfois les mouvements féministes organisent des sorties non mixtes la nuit en manifestation. Je vois ça à Toulouse par exemple, pour montrer qu'elles ont le droit de circuler la nuit. Voilà. Et qu'on peut circuler la nuit sans être une pute. Voilà. Et les putes doivent être aussi, disent-ils, respectées. Il y a une négociation entre la prostituée et le client, mais il n'y a aucune raison pour que le client abuse de sa situation. Je ne sais plus quel féministe qui disait que ça passe par la formation et avoir un métier. C'est-à-dire, on voit dans le parcours que tu décris qu'elle a pu s'occuper de ses enfants sans le mari. Mais ça passe par là. Moi, je vois les femmes divorcées qui rebondissent sont celles qui avaient une belle formation, donc elles ont pu avoir un emploi et être autonomes. Parce que c'est vrai que le gars se venge. Quand je vois le prix des pensions, c'est 120 € par gamin. Qu'est-ce que tu fais en 2015 avec 120 €, et c'est encore aujourd'hui, quoi, c'est pas... Quand elle est versée, rien. Quand elle est versée. Quand elle est versée. Mais rien que le montant est une insulte à... Oui. Les gars... On revient après quand la femme arrête de travailler pour s'occuper des enfants, parce que bon, c'est un problème budgétaire. Cette femme-là, c'est pareil, elle se sent, je dirais pas dominée, mais elle est sous la coupe du mari financièrement, du coup. Même si c'est elle qui s'occupe de la maison, qui garde des enfants, donc éviter de donner sa pension, elle se retrouve en infériorité par rapport au mari. Bien sûr. Bien sûr, ça veut dire que dans un couple, quand le mari touche 3 000 € de salaire, que son épouse s'occupe de la maison et des enfants. Quand le mari touche 3 000 €, il devrait en donner la moitié à sa femme. Simplement parce qu'il ne peut travailler que parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui s'occupe de laver son linge, de faire la cuisine, des enfants, etc. Donc, la moitié. Ensuite, cette moitié devrait être versée sur des comptes chèques séparés, avec possibilité de se reverser les choses sur un troisième compte, comme s'ils le veulent, en partie ou en totalité. Mais vous voyez, aujourd'hui, la mesure qui est que la femme ait son compte et que l'argent touché par le mari soit partagé, parce qu'il faut être deux pour vivre. Voilà. Même si l'homme dit, moi, j'aime ma femme le samedi à faire le ménage, d'accord. Et la femme peut aider son mari aussi à faire des comptes, à classer les papiers, etc. Mais ça, c'est de l'entraide, c'est autre chose. Voilà. Mais on considère que le travail domestique, quand il est domestique pour soi, il est gratuit. Ça veut dire que les femmes sont surexploitées. Parce que si la femme fait le ménage ou s'occupe des enfants de quelqu'un d'autre, elle sera rémunérée. Mal, mais rémunérée. Voilà. Tandis que son travail ne est jamais rémunéré. Ça veut dire que donc les hommes ont une liberté d'utiliser leur argent parce qu'ils considèrent que c'est eux qui le gagnent. Donc si de temps en temps ils se font des petites faveurs, bah, c'est normal. Mais ça n'empêche pas que les plus rusés des hommes font des cadeaux à leurs femmes. Ils ne leur donnent pas l'argent. C'est eux qui décident que je t'achète une bague. Une fois dans l'année, je t'achète une bague. Donc je suis quitte. Non, tu n'es pas quitte. Tu peux faire des cadeaux, tu peux ne pas offrir de bague, mais la justice veut que tu lui donnes la moitié de ton salaire. Mais ça n'existe pas. Voilà. J'ai pris un cas qui ne porte pas là-dessus. Hein. J'ai fait de Anna une enseignante, justement pour corriger l'idée que ça vient que des classes les plus pauvres, ces histoires-là. Ça va dans toutes les classes sociales. Et déjà instruits en plus. Hein. C'est déjà qui ont de bons revenus. Hein. Ce n'est pas un problème de revenus. Ils ont de très bons revenus. Très très bons. L'un et l'autre ont de très bons revenus. Et ils ont une véritable culture. Hein. C'est des gens cultivés. Vous avez une question? Oui. Oui, non, juste pour rebondir sur ce que vous disiez là tout à l'heure, sur les femmes qui ne portaient pas forcément plainte parce qu'elles n'avaient pas être entendues. Je voulais
les femmes victimes de violences, avant, il y a un gros travail de sable sur l'estime d'elles-mêmes. Et donc, non seulement elles ne peuvent pas être entendues, mais en plus, parfois, elles arrivent même à imaginer qu'elles méritent ça, ou que c'est normal, ou qu'il n'y a rien à y faire. Le travail de sable, d'estime de soi, c'est une violence aussi, et c'est pas forcément... Voilà. Tous les dominés considèrent qu'il y a sûrement une bonne raison qu'ils soient dominés. Ça a toujours été comme ça. C'est éducatif. Oui, bien sûr. C'est l'éducation. Alors, pour moi, je suis mère de 3 filles, je n'ai pas élevé de garçons. J'ai des amis qui n'ont que des garçons. Donc, dans l'éducation des femmes qui élèvent leurs fils, enfin, pour moi, hein, personnellement, c'est à cette base-là, parce que c'est bien la mère qui est une femme qui a fait le dominant. Et comme disait Freud, la vraie question, c'est éduquer les éducateurs. Oui. Voilà, Mila. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'il faut encore que les éducateurs qui puissent éduquer les éducateurs. Alors, il y en a, mais pas beaucoup. Et voilà. Il y a l'éducation, il y a l'admiration. C'est la base. Bien sûr. C'est à l'école. Mais c'est d'une manière globale, il y a aussi l'idée de la femme, ce que tu disais sur le manque de confiance, elle est aussi dans le rapport au travail. Quand est-ce qu'on prend du travail, quand est-ce qu'on n'en prend pas? Pourquoi les femmes à niveau expérience souvent supérieure sont payées moins? Pourquoi après dans le couple on choisit que c'est plutôt les femmes qui font des temps partiels et pas l'homme? Parce qu'il y a tout ça, et que je dis par rapport à l'hymne des femmes, être dominée c'est dans le couple, mais aussi d'une manière, ça se répercute aussi dans la société et dans tous les rapports au travail, et ça conditionne, enfin, je veux dire, vraiment c'est très en lien, enfin, ce problème économique, d'accès au travail, enfin, je sais pas, on vient de parler beaucoup de ces égalités de salaire, c'est quand même important, quoi, à compétences égales. Voilà, et ce qui fait le choix de celui qui travaille moins et qui s'occupe des enfants plus, au-delà de la biologie, de plein de choses. Oui, par rapport à cette généralité, par rapport à la société, le rapport dominant-dominé dont on parle là, en fait, tout le monde le cautionne aussi d'une certaine manière, parce que ça fait longtemps qu'on est sur cette lutte-là. Donc, qu'est-ce qui profite à qui et pourquoi on maintient ce déséquilibre dominant-dominé? En fait, je ne sais pas. Tu le sais? Oui, je pense que... comment expliquer ça? Je pense que dans un couple, il peut y avoir le sentiment par la femme qu'elle est dominée. Hein. Elle peut vouloir se révolter contre cela. L'homme a souvent moins conscience d'être dans la domination. Mais il y a aussi la structure couple, l'institution du couple. Il y a une logique propre au couple. Le couple fonctionne à la domination. Et ça veut dire que dans un couple, il y a 3 personnages. Il y a la femme, l'homme et le couple. Et le couple, c'est une institution qui est très puissante. Ça veut dire que même dans un couple, l'homme sait qu'il a des pratiques de domination, il n'empêche qu'il va continuer à dominer parce que le couple est bâti là-dessus. Et donc il y a une persévérance, le couple persévère dans son être de domination. Pour ceux qui font de la philo avec moi, c'est du Spinoza, ça. Ça veut dire qu'il y a chaque individu et chaque institution et chaque situation est mue par un effort pour persévérer dans son existence. Bourdieu appellerait ça de la reproduction. C'est-à-dire que la puissance de reproduction est très forte. Alors il y a un moment où effectivement ça ne peut plus se reproduire. Hein? Par exemple, dans le cas de Anna, la gifle lui a permis de quitter le domicile conjugal avant même d'avoir déposé sa demande auprès d'un avocat. Alors elle s'est mise dans l'illégalité. Jusque-là, elle voulait l'égalité. Mais recevoir une gifle devant ses enfants, c'est insupportable. Alors que, par ailleurs, elle pouvait comprendre qu'il l'humilie. Avec des choses dégoûtantes. Mais, et devant ses enfants. Ses enfants disant, maman, t'es pas gentille avec papa, c'est pour ça que t'as pas de cadeau à Noël. Vous avez ça, ce truc-là. Et elle avait fait un cadeau à son mari. Et son mari n'avait pas fait de cadeau à elle, parce que c'était en naissance de divorce. Mais ils avaient décidé de faire un Noël ensemble. Vous voyez ça? Et donc, c'est pas grand chose, mais vous voyez ça, la violence. Et face à ça, elle encaisse le coup pendant toute la soirée de Noël, qui dure, hein, c'est une soirée longue, Noël. Et elle encaisse le coup, et quand elle en parle, elle dit, oui, mais je comprends parce qu'il est blessé, parce qu'il lui ne voulait pas divorcer. Voilà. Vous voyez? Et ça veut dire que les femmes se mettent dans la peau
de l'homme. Mais c'est exactement ce que dit Butler. Hein. Elle dit son corps. Mais dans ce cas-là, la femme pense comme l'homme. Elle a la même pensée. Ça veut dire que le degré d'intégration de la femme, c'est qu'elle n'a plus de zone d'autonomie. Alors bien sûr, quand elle prend une gifle, là oui, parce que dans ce milieu, ça ne se fait pas une gifle. Donc là, c'est un peu grave. C'est plus grave une gifle que l'humiliation de tout à l'heure. Vous voyez ça? Alors je pense que, pour revenir à ce que je disais, je pense que les couples sont construits comme ça. Ça veut dire que... Mais je ne voulais pas dire qu'au niveau du couple, au contraire, je voulais déplacer la question aussi au niveau structurel de la société, etc. Et par exemple, dans l'institution scolaire, j'ai vu un petit reportage il y a quelques temps où on interroge des jeunes filles et des garçons du même âge. Et en fait, les filles avec une moyenne de 16, par exemple, elles ont un retour sur ce qu'elles produisent à l'école en disant « bon, c'est satisfaisant, mais quand même, je pourrais faire mieux, etc. » Et les gamins, on les interroge, ils ont 12-13, et en fait, eux, ça va, tout va bien, ils sont très bons, etc. Et donc, ils ont déjà une représentation d'eux-mêmes qui est complètement décalée. Et après, en fait, on voit aussi dans l'institution scolaire que les filles au collège, elles sont super bonnes, mais après, au lycée, par exemple, dans les matières scientifiques, pouf, elles redescendent, et c'est presque par loyauté, en fait, qu'elles redescendent. Et donc, tout ce rapport de domination qui est insidieux, comme ça, dans les institutions, ça fait pression aussi au niveau du couple, mais je disais à qui ça sert ce rapport de domination et pourquoi les femmes, en fait, on cautionne aussi ça, quelque part, et qu'on ne va pas en lutte en permanence par rapport à ça, c'est que ça doit, enfin je sais pas... Mais par exemple, quand vous avez une fille de 7-8 ans et qui le soir veut mettre à la télévision pour regarder Violetta. Allez, Violetta, vous allez voir, tous les soirs, c'est une émission où on voit une fille, une Argentine qui chante, etc. Et des rapports avec les garçons. C'est très intéressant. Hein. Vous le faites là, quand il n'y a pas d'enfants dans la maison, vous n'en avez pas de mauvais goût, mais voilà, vous regardez ça. C'est là qu'on apprend ça. Ils apprennent ça dans des... Il y a une posture de la femme, une posture de l'homme. Et aujourd'hui, de plus en plus tôt, il y a une identification à ces postures-là. Donc ils prennent la posture de l'héroïne télévisuelle, et comme ça, ils apprennent à avoir une conduite. Et au début, c'est très visible, parce que vous avez cette fille de 7 ans, elle a un comportement d'enfant classique, et puis d'un coup, vous la voyez, elle commence à jouer à l'adolescent. Et elle commence à jouer Violetta. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est là que ça prend. Hein. Voilà, quand tu commences ça, ça aussi ça prend la télévision. Bon, ça prend la télévision, ça prend dans les manuels, tout ça, bien sûr. C'est pour le rechercher, les publicités sont comme ça aussi. L'année dernière, je vous avais présenté des publicités, elles étaient un peu gore, un peu fortes, mais là, toutes les publicités sont comme ça. Voilà. Donc je pense que ça prend. Alors l'intérêt, c'est l'intérêt d'abord pour les dominants, je dis d'abord, je ne sais pas, pour les dominants, et c'est aussi l'intérêt de conserver une société identique à elle-même. La société tente de se persévérer telle qu'elle est. Bien sûr qu'à un moment donné, c'est plus tenable. C'est plus tenable quand un certain nombre d'individus considèrent qu'on peut perdre son existence à continuer comme ça. Tant qu'on considère qu'on ne perd pas son existence, par exemple que la dignité, c'est pas grand-chose, on continue à accepter l'inacceptable. Et un jour arrive où on considère que là, c'est impossible de continuer. Mais parfois, le dominé, et c'est tous les dominés sont comme ça, le dominé accepte. Il accepte et il se trouve de bonnes raisons d'accepter. C'est les enfants, c'est, voilà, par exemple. Hein. C'est qu'est-ce que vont dire mes parents, qu'est-ce que vont dire les parents, qu'est-ce que vont dire mes soeurs, que vont dire mes frères. Hein. Bon, voilà. Que vont dire mes amis, que les amis vont se partager, les amis qui vont quitter l'amitié pour la femme et qui vont rester du côté de l'homme. Tout ça, ça fait désordre, c'est pas gagne. Et les êtres humains ont besoin de vivre une vie stable. Le couple d'Anna, c'est un couple stable. C'est un couple où les choses vont de soi. La vie, me disait Anna, la vie, jusqu'à présent, elle était peut-être ennuyeuse, mais je n'avais pas de problème. Là, je ne sais pas quel problème je vais avoir. Voilà. Chaque jour, je ne sais pas avec mon ex comment ça va se passer. Voilà. Et puis, voilà, avec mon ex, on s'est arrangé pour ne pas se recroiser, et puis il y a réunion parents-professeurs, et donc là, on se retrouve. Bon, on se retrouve au moment où les filles ne peuvent pas aller rejoindre l'un. Et là, ils veulent rejoindre celui avec qui il n'est pas.
et ils ne le sont pas. Bon. Vous voyez ça? Et donc il faut réinventer constamment. Et donc la société préfère que les choses soient stables, se reproduisent à l'identique. Parce que ça économise de l'énergie. Et parce que aussi, si on commence à s'habituer à des remises en cause, on sait pas, on sait où on commence, on ne sait pas où ça s'arrête. L'égalité des femmes, oui, mais après ça va être, pourquoi pas l'égalité des couleurs sur les blagues. Pourquoi ils ne demanderaient pas aussi l'égalité? Mais on ne sait pas où ça s'arrête. Et ensuite, les enfants, ils vont demander aussi l'égalité. Et quel est le rôle des religions monothéistes, justement, dans le rôle de l'émancipation de Eh oui, parce qu'on parle d'institutions locales, régionales, mais là, je pense qu'il y a... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils Ils n'ont pas ça dans leur programme. Ils n'ont pas ça dans leur programme. Non, je pense que les religions sont à la couleur des époques. Voilà. Je pense que ce n'est pas la religion elle-même. La religion, c'est la quintessence de l'esprit d'un temps. Voilà. Voilà. Donc on peut effectivement faire de la critique des religions en disant c'est monstrueux, etc. Non, la religion, ça exprime la pensée de l'époque, avec des allées et des retours, des régressions. les religions. Voilà, il y a des retours en arrière. Il y a des retours très, très, très difficiles, parce qu'aussi, dans les religions, on donne une place à la femme. On donne une place, et les religieux peuvent montrer la place imminente qu'elles ont. Par exemple, on est juif que par la mère. Par exemple, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Les hommes sont... Mais en dehors de ça, la femme... En tout cas, pour les orthodoxes, on ne doit pas leur serrer la main parce qu'on ne sait pas si elle est règle ou pas, par exemple. Vous voyez ça? Donc c'est quand même... Voilà. On ne demande pas, on ne dit pas à l'homme, si tu as éjaculé dans la nuit, tu ne serres pas la main à personne. On ne dit pas ça aux hommes. Mais aux femmes, oui. Vous voyez, bon, c'est quand même... Donc, je voulais répondre un peu à madame. Il me semble que vous avez dit qu'il y avait 3 intervenants dans un couple, l'homme, la femme et le couple. C'est que le couple se fait l'allié de l'homme, en fait, c'est ça. Il y a une alliance. Avec la complicité de la femme. Oui, oui. Mais en même temps, la complicité, D'accord. elle est forcée. Elle est forcée. Voilà. Ça veut dire que tout le monde est victime de la domination, y compris le dominant. Hein, ça veut dire que Bourdieu dit le dominant est dominé par sa domination. Ça veut dire que tout le monde est dominé par la domination. Mais effectivement, il y a des gens qui sont plus victimes que d'autres, quand même. Voilà. Alors, le problème, c'est une proposition que je fais. C'est toujours au dominé à se révolter contre le dominant. Parce que c'est lui la force essentielle de libération et d'émancipation. Il n'empêche que les dominants peuvent s'associer ou pas. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, la responsabilité pas morale, mais situationnelle, c'est le dominé. C'est toujours les dominés qui se révoltent. Et parfois, ils se révoltent et ils font des dégâts. Bah, oui. Mais ça veut dire que plus les dominants, nous résistons dans notre rôle de dominant, et plus on risque gros. On risque gros. Voilà. Vous le voyez, vous savez, dans les milieux féministes, hein, quand elles sont très en colère, elles disent « t'es enlacé », parce que pour les hommes, au lacet. Vous savez, comme quand on bascule un âne. On fait comme ça. Bon. Donc vous voyez, alors elles le disent avec un sourire, mais il n'empêche que quand on est dans la famille d'Anna, vous avez des gens dans la famille d'Anna qui répètent ça. Ils disent il faut quelqu'un pour lui casser la figure au mari d'Anna. Voilà. Qui veut bien casser la figure à Anna? Voilà. Parce qu'on considère que c'est inadmissible. Bon. Je ne veux pas tout raconter sur Anna, je ne raconterai pas tout. Mais voilà, il y a des choses qui sont ignobles, voilà. Qui sont pires que les gifles. Je voudrais poser une question à mon voisin. J'ai été surpris du chiffre du montant des pensions alimentaires, 120 € par mois. C'est 150. Personnellement, de 1971 à l'an 2000, j'ai payé 3 300 francs par mois, alors que mon ex-époux était professeur secondaire. Donc j'ai eu un mauvais avocat. Très mauvais. Et le nombre de pères qui considèrent que, et ça je le dis, c'est véridique parce que je l'ai vécu, qui dit à mon avocat, prouvez-moi qu'un enfant vit de l'argent. Ça rétablit ce que vous avez peut-être subi dans l'autre sens, je ne sais pas, et qui n'a jamais de sa vie payé un centime.
en se mettant au chômage exprès, voilà, en créant toutes les situations, et j'ai perdu devant la justice, parce que ce monsieur se disait sans ressources, et avait trouvé une compagne qui voilà, qui l'entretenait. Merci. Et ses enfants biologiquement Bien sûr, mais la femme qui élève son fils comme ça, parce que dans les animaux, c'est pareil, il faut un dominant. C'est pas la chienne ou la chatte qui l'a élevé comme ça. Et je pense que c'est de nature. C'est dans la nature. Fais attention. Vous voyez, là, pas très loin, il y a un chantier. Dans le chantier, c'est des Polonais. Dans les Polonais, il y a des Polonaises. Je peux vous assurer que si vous les voyez travailler, elles lèvent des poids que moi je ne serais pas capable de lever. Donc c'est vrai qu'il y a une différence. Mais cette différence ne recoupe pas la différence homme-femme dans le monde. Bien sûr, aujourd'hui, on sait pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes. Elles sont en train de rattraper leur retard. Dans le monde, les femmes sont plus petites parce que depuis des millénaires, dit François Héritier, les femmes ont donné la viande à manger à leur mari. Et donc, il y a une reproduction des femmes petites parce que les femmes, effectivement, elles finissent par rester petites. Parce que maintenant, elles commencent à rétablir dans certaines régions du monde, et donc elles commencent à grandir autant. Mais il va falloir aussi des centaines d'années, peut-être des milliers d'années. Donc, vous voyez, ça c'est sur l'inégalité. Ensuite, non seulement c'est vrai qu'il y a des inégalités entre les êtres humains. Il y a des gens qui arrivent, qui vivent, et qui naissent aveugles ou sourds. C'est un gros handicap, ça. C'est une grosse inégalité. Le problème, c'est de savoir si on reproduit les inégalités naturelles, et elles ne reposent pas sur hommes et femmes. Parce que Germaine Tillon a montré que dans le paléolithique, il y a un moment où il y a une inégalité entre les hommes et les femmes qui s'opère. Vous avez des théories qui font partir de la sédentarisation. À partir du moment où il y a sédentarisation, la femme est sédentaire, parce qu'elle reproduit. Qu'on a un problème de naissance, il faut que la femme soit protégée, parce qu'il faut renouveler la tribu. Et Germaine Tillon, lui, elle avance ça. Elle dit c'est dans le paléolithique, à un moment donné, pour des zones d'organisation des communautés en raison du climat, qui a été plutôt d'accord avec Montesquieu, les femmes vont vivre des situations qu'elles vont accepter et qui sont complètement inégalitaires. Et donc depuis, cette tension à l'inégalité se reproduit. Mais ce n'est pas naturel. Ça veut dire que au début du paléolithique, les hommes et les femmes sont absolument égaux. Et alors, on peut même penser, au regard des sociétés les plus tribales d'aujourd'hui, il n'en reste plus, mais il y en avait il y a 50 ans, quand Geneviève Tillon les examinait, on peut penser que les rapports sexuels venaient des uns ou des autres. Ça veut dire qu'il y avait des hommes qui prenaient des femmes qui prenaient des hommes qui refusaient d'être pris par des femmes, et des femmes qui refusaient d'être pris par des hommes. Et en plus, il y avait des gens qui se frottaient, parce que quand ils s'accouplaient, ils ne savaient pas que l'accouplement produisait un homme-femme. Pas nécessairement d'ailleurs, mais ça pouvait déboucher sur un homme-femme. Donc ça veut dire qu'ils se frottaient les uns aux autres, quel que soit le sexe, selon le goût du moment, sûrement, avec des gens qui devaient y trouver complaisance et d'autres qui devaient refuser, mais que l'initiative n'était pas que des hommes. Donc, l'idée que la femme est une proie, c'est assez récent, c'est hier. Bien sûr que le paléolithique, ça fait longtemps, mais les hommes ont vécu plus de temps. 3 milliards d'années maintenant aussi, les hommes, avec les dernières découvertes de la semaine dernière. 3 milliards d'années. Donc vous voyez, c'est pas rien. Donc il ne faut pas regarder nous à Metz en 2015. Non, c'est pas ça. C'est que les hommes et les femmes ont vécu longtemps. Et les hommes ont toujours essayé de vivre un peu différemment des animaux, y compris en se levant. Voilà. On serait mieux accroupi à marcher à 4 pattes. Mais non, ça modifie beaucoup de choses. Donc vous voyez, les hommes et les femmes, les êtres humains, ont des caractéristiques propres. Et une des caractéristiques propres, c'est l'égalité. Alors bien sûr, même la bourgeoisie le reconnaît, égalité en droit, mais liberté d'abord. Bon. Un jour viendra peut-être où on dira égalité d'abord, liberté après. Ça, c'est horrible. Mais je pense que c'est très important la question de l'égalité. Voilà. Et je pense que ça se pose dans les couples, et c'est au détriment des femmes en général.
Et toute la société y contribue. Bien sûr que les femmes acceptent, mais il ne suffit pas de la volonté. Vous voyez, le croire, de dire, elles consentent, donc il suffirait d'avoir la volonté, la pêche. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'idée que nous sommes guidés par une volonté, c'est une conception philosophique qu'il a emportée depuis Descartes. C'est Descartes qui a inventé le libre arbitre et la puissance de la volonté. Ça veut dire, c'est à 3 siècles. Hein. C'est à 3 siècles. Le christianisme avait un peu ajouté ça, mais pas trop. Donc, voilà, ça fait 3 siècles qu'on croit qu'il suffit de vouloir. Hein, que la servilité est un acte volontaire. Hein. Mais ce n'est pas un acte volontaire. Les gens qui sont serviles, ils sont serviles parce que les structures le rendent comme ça. Peut-être, effectivement, que les structures ne pourront plus se reproduire aussi facilement, et alors les femmes pourront se libérer. Mais ça ne dépend pas de la volonté des femmes, d'une femme, ni de la volonté, encore moins de la volonté d'un homme. Ouais. Les hommes, là, ne peuvent pas faire grand-chose. Hein. Parce que si vous émancipez, vous ne pouvez pas vous substituer aux gens que vous voulez émanciper. Voilà. Se substituer, ce n'est pas émanciper. Pour s'émanciper, il faut s'émanciper seul. Les jeunes doivent s'émanciper malgré les parents. C'est pénible pour les parents, hein. Mais les parents ne peuvent pas émanciper leurs jeunes. C'est les jeunes qui s'émancipent, toujours. Et les femmes s'émanciperont par elles-mêmes, avec la complicité peut-être des hommes. Mais la complicité, c'est pas eux, les mains centrales. Comme la bourgeoisie s'est libérée, pas avec l'aide de l'aristocratie. Il y a des aristocrates qui les ont rejoints, bien sûr, hein, mais c'est eux qui ont fait la révolution. Voilà. Et c'est personne d'autre. Voilà. Et c'est même des fractions de la bourgeoisie qui ont fait la révolution. Et ils ont pris ça en main. Et s'ils avaient pris ça en main, ils ne seraient pas libérés. Ils ont même tenté de venir comme ça. Ils voulaient à tout prix que le roi soit qu'on ait une monarchie constitutionnelle. Eh bien, le roi, il n'a pas pu faire. Il a tout fait pour se faire raccourcir. Voilà. Et bien, il y a des hommes qui font tout pour se faire raccourcir. Voilà. Et tous les hommes, nous risquons de passer à la casserole. Voilà. À cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui veulent l'émancipation des femmes. Parce qu'ils ont intérêt en plus. Ils ont intérêt parce qu'ils sont dominés par leur propre domination et ils pourront se libérer de leur propre domination que si les femmes font chuter la domination. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, parce que, quand un homme dit « ça c'est mon corps, ça c'est à moi bon, », il se place dans une perspective masturbatoire. Et après il va dire au thérapeute « moi j'ai plus de femme. Ma femme, ouais, elle fait l'amour, mais je me sens seul. » Bah oui, tu te sens seul. Si ta femme n'est pas un autre, mais si ta femme est toi, tu perds l'autre. Et donc tu es dans une phase de masturbation. Bon, si la masturbation va bien, très bien, mais c'est un peu court. C'est ce que dit cet homme-là. Donc vous voyez, cet homme-là, parce que je sais de quoi je parle, cet homme-là qui disait « ceci est mon corps », en même temps il se plaignait d'être seul. Bien sûr, il était tout seul. Et il avait perdu sa femme. Il avait dévoré sa femme. Il n'avait plus de femme, il l'avait dévoré. Voilà. C'est catastrophique ça. Donc, et les hommes en souffrent aussi. On n'est pas là pour pleurer sur le dos, sur les aventures des hommes. Mais quand même, ça montre bien. Et c'est ça qui est structurel. Voilà. C'est ça et plus il est malheureux d'être seul, et plus sa femme va lui dire « je suis ton corps ». Voilà. Et il va renforcer ça intérieurement. Alors que c'est pas ça le problème. C'est tout le contraire. Voilà. Et est-ce que justement le fait que moi je rejoignais ce que disait Madame, que les hommes perdent leur identité, donc est-ce que c'est pas lié à ce que tu viens de dire? Oui, alors, si vous voulez, j'ai un défaut, parmi d'autres, j'ai un défaut, c'est que je crois que le souci de l'identité, c'est un souci d'adolescent. Il n'y a que les adolescents, et nous, parce que nous n'avons pas fini de grandir, qui nous soucions de ce que nous sommes. Pour moi, ce que nous sommes, notre identité n'a aucun intérêt. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de me fabriquer moi. Je sais bien qu'aujourd'hui, on dit aux gens, est-ce que vous épanouissez, est-ce que vous sentez votre loi progresser, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut s'en foutre quand on est un adulte? La différence, c'est que nous, un adulte, c'est quelqu'un qui construit le monde. L'adolescent, il se construit lui-même. Enfin, il croit qu'il se construit lui-même. Admettons que pour les adolescents, ça ne puisse pas être autrement. Ils doivent devenir quelqu'un. L'adolescent, il doit devenir quelqu'un et pour cela rencontrer les autres. Ça, c'est la perspective inconsciente des adolescents. Mais nous, nom de Dieu, on n'en est pas à ce stade-là, on a fini ça. Et depuis tout le temps, c'est comme ça. Les gens, les adultes, quand ils fondent une famille, quand ils ont des enfants, quand ils construisent leur maison, quand ils ont un métier, quand ils participent à des associations, quand ils font de la politique, tout ça, c'est pour construire le monde.
Et ils ont raison, c'est ça une tâche d'adulte. Une tâche d'adulte, c'est de faire des enfants, c'est de construire des maisons, c'est d'organiser la vie sociale, de participer aux associations, de créer des œuvres d'art. Voilà. Mais est-ce que pour passer à cette étape-là, il faut d'abord se construire soi-même? D'avoir une identité. Oui. Oui. Mais ça, en principe, on doit l'avoir quitté, dans le meilleur des cas, à la fin de l'adolescence. Oui, mais justement, ce que disait madame, à savoir que la société fait que ces dominations existent, c'est toujours les femmes plus faibles que les hommes, etc. Moi, j'entends aussi que les hommes perdent leur identité d'homme. Mais parce que la femme, Voilà, sa propre identité qu'elle n'avait pas. Mais justement, ça rejoint ce que disait... Voilà, ça veut dire que les hommes, ils sont construits... Oui, voilà. Les hommes sont construits selon le modèle de la virilité. et donc là, ils sont complètement déstabilisés. Mais à un moment donné, on peut s'apercevoir que on est plus perdant de défendre cette image-là que de décider qu'on s'en fout de la vérité. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, à un moment donné, on peut s'en apercevoir. On peut néanmoins continuer. Moi aussi. Hein. Moi, j'ai ma barbe parce que quand mon père est mort, j'étais jeune, j'ai décidé de me raser les 3 poils que j'avais pour que ma barbe pousse. Parce que je suis un homme. Vous voyez, on dit ça, on reproche ça aux musulmans. Mais moi, je suis exactement comme ça. Et vous voyez, ça m'étonnerait que je me taille la barbe. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis encore dans l'idée que du poil au menton, ça fait mec. Voilà. C'est en plus, c'est la mode. Mais non, parce que ça, depuis l'âge de 13 ans. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, je suis pris par ce jeu-là. Bon, si c'est que ça peut passer. Il y a bien pire dans la réalité. Donc ça veut dire qu'il faut travailler ces questions-là, il faut travailler ces questions-là, tous ensemble, sur la question de l'identité. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, vous êtes un homme, vous avez gardé votre nom. Quand une femme se marie, elle prend le nom de son mari. Le couple, et même pire, on reçoit quelquefois des lettres officielles, mais c'est madame, le prénom du mari et son nom de famille, ce qui est le compte. On perd son prénom et son identité. Je trouve ça incohérent. Et c'est vrai que maintenant, on a un peu plus de choix. Ça change. Vous avez trouvé une jeune fille. C'était un droit, c'est la religion des adorés. Il ne s'agit pas des Moi j'ai une révolte parce que tout à l'heure j'ai employé le mot complice. Il y a certaines dames qui m'ont regardé. Alors moi là j'habite donc dans la région. Et donc je constate autour de moi beaucoup de séparations, dans des gens beaucoup plus jeunes que moi. Et il m'est arrivé de dire à des dames autour de la cinquantaine, et pourquoi vous avez été complice quand vous avez travaillé gratuitement pour votre mari, secrétaire, dans certains milieux, dans une entreprise, sans avoir de rémunération, puis le mari, souvent rencontre une femme un petit peu plus jeune, qui te demandera peut-être de te raser ta barbe, mais donc la dame qui a travaillé gratuitement pour l'homme se retrouve sans rien avec des gros problèmes. Donc moi j'emploie le mot complice. Donc cette génération de femmes là aussi, il faut qu'elle agisse pour le couple. Pour le couple, Michel a dit alors la femme et le couple. On a la femme, elle n'est pas complice en tant que femme, elle est complice pour le couple. Voilà, en tout cas, les êtres humains ne vivent pas ce qu'ils veulent vivre. Ils vivent ce qu'ils peuvent vivre. Il y a la possibilité de dire que je vis exactement ce que je veux, comme ça on est adéquat avec soi-même, mais en général on ne vit pas. Regardez le nombre de fois où vous prenez des résolutions et que vous ne pouvez pas tenir. Donc les résolutions ça ne sert à rien. Ce qui peut servir, c'est la connaissance des processus. Cette connaissance peut petit à petit infiltrer vos conduites, nos conduites. C'est la première chose qu'on peut faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait là. C'est accepter, laisser votre seuil de résistance pendant 1h30, comme on fait ici pour certains d'entre vous, laissez votre seuil de résistance, vous acceptez mon propos qui n'est pas le mien. Ce que je vous dis là, j'ai cité souvent des féministes, parce que je reprends leur point de vue, ce n'est pas forcément uniquement mon point de vue, bien sûr. C'est un point de vue de féministe, parce que je ne parle pas mon nom. Je ne parle pas mon nom, je parle au nom de la féministe. Ce serait mieux qu'elle soit là, qu'elle en parle. C'est vrai. Mais c'est comme ça.
l'instant. J'attends qu'on me pousse hors de ma place. Donc vous voyez, je crois que les jeunes ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils peuvent, pas plus. Bon. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des césures, des ruptures dans ce qui se passe. Voilà. Comme Anna. Anna, elle a découvert par des copines que ce qu'elle avait vécu, c'était un viol. Elle n'était pas persuadée. Elle a mis beaucoup de temps à s'en apercevoir. Hein, voilà. Elle a mis beaucoup de temps à s'en apercevoir. Et vous voyez, aujourd'hui, par exemple, elle ne sait pas si elle a divorcé principalement parce qu'elle a été violée ou principalement parce qu'elle n'a plus de désir pour son mari. Ces deux problématiques se chevauchent. Voilà. Et elles se chevauchent, ça dépend avec qui elle est. Ça veut dire que ceux qui peuvent entendre le viol, ils parlent du viol, et pour ceux qui peuvent entendre le désir est tombé, bon. Et donc on peut désirer des hommes différents. Hein. Et est-ce qu'on peut aimer les gens? Oui, on peut les aimer, s'ils ne nous violent pas, bien sûr, peut-être. On peut les aimer, mais plus les désirer. Donc on peut garder des relations d'amour vis-à-vis de quelqu'un, d'amour chaste, on pourrait dire ça comme ça, et on peut en désirer d'autres hommes. Elle est dans cette perspective, dans cette recherche-là, qui est d'ailleurs la même que Canon, Belinda Canon qui travaille là-dedans. Bon. Et la question du viol. Donc, bien sûr, pour des féministes, ça va de soi que c'est plus possible d'aimer quelqu'un qui vous a violé. Le problème, c'est que la question du désir se posait auparavant. Qu'est-ce qui est la cause principale? Eh bien, je ne sais pas, parce que je sais qu'elle utilise l'un ou l'autre. Je sais simplement que c'est ses copines qui lui ont fait prendre conscience qu'il y avait eu une agression sexuelle. Voilà. Et elle ne pouvait pas le comprendre qu'il y a une agression sexuelle. Elle ne pouvait pas le comprendre. Parce qu'elle connaît cet homme depuis très longtemps, le père de ses enfants. Elle le connaît depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Et oui, c'est possible. C'est possible parce que ça ne dépend pas de notre nature. Il n'y a pas de nature humaine. Pour moi, il n'y a pas de nature humaine. Je ne suis pas essentialiste, comme le disait féministe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nature humaine. Ça veut dire que n'importe qui, placé dans une situation, peut commettre un viol. Bien sûr. Il suffit d'être dans une situation où on peut pratiquer la dominance. Voilà. Et il y a des gens qui sont plus favorisés à la dominance que d'autres. Et ça veut dire que ça peut... Il n'y a pas de... Ce n'est pas des monstres, ces gens-là. Les violeurs ne sont pas des monstres. Voilà. C'est ça qui est terrible. C'est plus terrible que tout. Parce que c'était des monstres, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monstres. On va les parquer, on va les repérer. Voilà. Mais non, c'est pas ça. C'est pas lié à la personnalité des gens. C'est pas lié à leur identité. C'est lié à leur place dans la société. Et aux circonstances. Voilà. Parce que pour les êtres humains, comme le dit un peu Delphi, la relation sexuelle pour les hommes est une manière d'affirmer leur puissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi partagé du plaisir sensitif, sensoriel, sensuel, tout ça. Bien sûr, ça existe aussi. Hein, mais aussi la manière de montrer, moi c'est ma femme. Moi, je lui fais l'amour quand je veux. Et ça, chez tous les hommes, c'est comme ça. Alors, je veux dire, sans exception. Alors, ça dépend du degré. Et le degré peut baisser de cette volonté de puissance, en partie parce qu'on le reconnaît. Comme je le reconnais devant vous, ça va baisser. C'est sûr, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, bien sûr. Oui, mais je dis ça, moi je dis ça pour moi. Mais j'attends que chacun, pour lui-même, se fasse les mêmes remarques. Hein? Quelle est ma complicité structurelle, pas individuelle mais structurelle, pas naturelle, pas essentielle mais structurelle? Quelle est ma responsabilité de complice? Mais quelle est ma responsabilité de mec qui veut jouer le puissant? Alors des fois, c'est des classes. Selon le milieu qu'on est, on a une puissance un peu plus classe que les autres. On met des mots dessus, hein. Un peu comme je faisais. Oui, les hommes, ils ont besoin, c'est de l'hygiène, c'est le devoir conjugal, on met des mots. Il y a des hommes qui ne mettent pas de mots du tout. Bon. Donc tout ça, c'est à réfléchir ensemble. Et je pense qu'entre des gens qui se désirent, ça peut se dire, parce que ça va pas tuer leur désir. On peut compter avec les femmes qu'on désire, les hommes, et les femmes peuvent compter aussi avec les hommes qu'elles désirent, pour pouvoir discuter de ces choses-là. Il faut en parler, c'est un vrai sujet. Vous savez, et nos enfants, on parlait de Violetta, etc., quand nos enfants peuvent-ils entendre leurs parents et les amis de leurs parents discuter de ces choses-là, dans la confidence, hein? Belinda Canon nous disait, et Anne l'a répété, c'est agréable de parler de ces choses essentielles, hein, de l'amour et du plaisir. Mais
Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on en parle de moins en moins entre adultes. Hein. Avec les enfants qui tournent, vous savez, les enfants qui tournent. Je ne m'intéresse pas, mais l'oreille suit quand même. Mais là, ils acquièrent une expérience de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais des problématiques. Hein. La problématique désir-amour, la problématique du durable ou de l'instantané. Voilà, toutes ces questions-là, qui sont de vraies questions. Et tout le monde peut en dire quelque chose d'intelligent. Là, c'est du vécu et tout le monde a l'intelligence du vécu. Et il faut le faire. Il faut que les enfants puissent prêter l'oreille, hein, puisqu'ils vont apprendre ça. Oui. Par rapport à ce que tu viens de dire, là, que la personne qui est dans le rôle du dominant désamorce par sa volonté sa posture par rapport à l'autre. Du coup, c'est paradoxal par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est intéressant ce paradoxe. Comment finalement... Parce que moi, à un moment, je voulais réagir en disant, mais arrêtons de voir les choses d'un point de vue manichéen. D'un côté, il y a les bourreaux, d'un côté, il y a les victimes, etc. En fait, c'est pas ça le problème. Et puis après, tu as dit, effectivement, le bourreau, celui qui est violeur ou celui qui a une force de domination sur l'autre, souvent, il souffre aussi. Et on a tendance à minimiser sa souffrance parce qu'on s'installe dans un rapport manichéen, etc. Mais du coup, donc après, tu disais sur l'histoire de la volonté, c'est pas parce qu'on est volontaire, etc., qu'on peut désamorcer les choses. Puis là, finalement, tu reviens sur cette idée de la volonté. Donc, comment, en voyant les choses de manière générale et en regardant juste les situations et en regardant pas les individus, on peut agir par rapport à des situations de domination qu'on voit de l'extérieur ou dans lesquelles on est pris un peu en otage, en fait. Moi, je pense que, je vais dire ça, c'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Je pense qu'on ne peut progresser qu'en analysant les situations que l'on vit. Quand on a une situation amoureuse, il importe de l'analyser avec la personne avec qui on aime ou qu'on désire, hein, ou avec d'autres, avec des amis. Hein. Il faut s'expliquer, il faut analyser la situation. Et l'analyse de la situation suffit à modifier nos comportements. Ce qui veut dire que c'est pas... Il y a un effet de volonté. L'effet de volonté, c'est analysons. Comprendre les choses. Ni pleurer, ni maudire, disparaître, mais comprendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui se passe. Donc à ce moment-là, on est dans un rapport d'égalité par rapport à si quelqu'un reçoit un couple dont l'un a été violé. Du coup, on reçoit le couple sur un rapport égalitaire. Pour penser, oui. Pour penser. Et pour agir, il n'empêche que c'est au plus faible. C'est une option. C'est une opinion, du coup. Ah oui, c'est une opinion. Avant, dans un rapport d'égalité, tu es quand même obligé de reconnaître la victime comme victime, avant de discuter et d'avancer. Sinon, c'est difficile d'avoir un dialogue. Mais pourquoi, moi si je réagis avec l'émotion, je dis aussi la victime a été la personne qui est violée, mais pourquoi nous on dit que la victime est celle qui a été violée? Pourquoi on ne considère pas autant bon, alors là, on parle de viol, c'est hyper tendu de parler de viol, mais parlons, par exemple, de l'institution scolaire sur laquelle j'étais tout à l'heure. C'est un proviseur qui a beaucoup de domination sur tous les gens qui sont autour de lui. Et pourquoi, à un moment, il y a un conflit entre proviseur et pourquoi on ne commencerait pas justement à voir, parce que j'imagine que celui qui est dans le rapport de domination, il souffre beaucoup. Et si on commence à regarder une situation de manière égalitaire, on ne renforce pas la violence. Mais tu vois, l'exemple que tu prends de l'école montre bien, en tout cas, que la seule puissance qui puisse faire dysfonctionner l'institution scolaire, ce sont les élèves. Les élèves sont en train de mettre une soupe pas possible dans l'école. Voilà. Ils sont en train de... Alors insu d'ailleurs, parce que... Bien sûr, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Mais les révolutionnaires ne savent pas ce qu'ils font. Les révolutionnaires de 89, ils ne savaient pas qu'ils allaient zigouiller le roi. Ils étaient tous pour le conserver. C'est vraiment lui qui a tout fait pour se faire zigouiller. Bon. Donc ça veut dire que les enfants, c'est plus les parents. Les parents ne maîtrisent plus rien à l'école. Ils collaborent en général. Et tous les syndicats collaborent. Tous les syndicats collaborent avec l'institution. On peut faire ceci. Les seuls à mettre à bas le système scolaire, ce sont les jeunes. Bien sûr qu'ils le mettent à bas n'importe comment, n'importe qui, etc. Avec en confondant leurs ennemis, leurs amis, etc. Bien sûr. Mais c'est eux qui le mettent à bas les systèmes scolaires. Donc ça veut dire que demain, le système scolaire ne pourra pas survivre dans l'état où il est, en tout cas, si les enfants ne prennent pas les choses en main. Mais si les enfants, ils vont le prendre en main. Mal peut-être, mais c'est eux qui vont le prendre. Hein? Donc dans toutes les révolutions, les révolutionnaires s'y prennent parfois très mal, mais c'est eux les révolutionnaires quand même. Et donc je pense que dans l'école, c'est les élèves. Et alors on dit oui, mais on ne les contrôle pas. Et non, on ne les contrôle pas. On ne les contrôle pas. Et non. Voilà. Et oui. Donc ça veut dire qu'il faut faire avec. Il faut faire avec. Parce que de toute façon, c'est eux là, la force modificatrice de la société.
C'est de même que vous avez des gens, ça se discute, hein, j'en conçois bien, qui considèrent que dans la société française, ce sont, dans la lutte des classes, ce sont les étrangers qui sont le plus maltraités, qui sont la force dominante. Et ça a des conséquences de dire ça. Hein, ça a des conséquences politiques. Et, voilà. Et on les voit à l'œuvre. Alors ça fait un peu n'importe quoi, bien sûr, ça fait un peu n'importe quoi. Mais voilà. Donc ça veut dire, alors on peut considérer que non, que tout le monde est au même plan, que dominés et dominants peuvent discuter avec un accord, etc. Non, je pense que ça crise. Hein. Et quand ça crise, la seule manière pour éviter la crise, c'est un retournement de situation, le renversement. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement que les hommes soient dominés à leur tour. Hein. Mais il faut que les questions, par exemple, de salaire, que les femmes travaillent à la maison, qu'on reconnaisse qu'elles sont exploitées et plus exploitées que leurs maris parce qu'elles travaillent sans salaire. Les maris travaillent avec un salaire de misère, avec arrachage de la plus-value, pour parler comme Marx, mais les femmes, eux, ne touchent même rien. C'est des pleurs. Et dans les rapports aussi d'hommes à femmes, il y a des rapports inégalitaires dont je vous ai présenté Anne, qui est un cas. Et on sait que c'est plus les femmes que les hommes. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont dominés par leurs femmes, c'est vrai, mais c'est qualité négligeable. Bien sûr qu'on peut en trouver des cas. Je peux raconter une petite histoire africaine très gentille sur l'éducation des jeunes filles. Alors, très court, parce que je ne voudrais pas que vous soyez comme d'habitude de la dernière personne qui prend la parole. Non, mais voilà. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1971 et la Côte d'Ivoire était un pays animiste. Et petit à petit, la religion musulmane a pris de l'ampleur. Et au moment où je suis parti, il y avait sur la télévision ivoirienne un feuilleton le soir qui montrait comment il fallait éduquer les jeunes filles sans musulmans. Alors on représentait une cour bien fermée, les murs étaient en banco avec des petits créneaux, il y avait un palmier en arrière-fond, il y avait un clair de lune, et la jeune fille ne devait pas quitter la cour, elle s'occupait du linge, de la préparation de la cuisine et tout ça, c'était un modèle qui me plaisait très bien, quoi. Mais mon épouse n'appréciait pas de la même façon que moi. Mais voyez, ce que vous dites hein, de l'Afrique et de la religion musulmane, c'est ce qui se passe ici. On est encore dans cette version-là. Hein. Ça n'a pas changé fondamentalement. Alors, mesdames, le dernier mot. Les derniers mots. Moi, je voulais dire, est-ce que l'équilibre du couple, la femme du couple, ce ne serait pas un jeu de rôle dominant-dominé, dans lequel on se sent très bien. Je te dis, une femme qui a 51 ans de mariage. Ça fait beaucoup. J'ai pas dit beaucoup trop, hein. Mes films ne seraient pas. Donc je risquerais. Alors, oui. Est-ce que le couple est un modèle à favoriser? Je suis ravi de l'entendre. Voilà, écoutez, on va partir là-dessus. Le couple est un modèle à favoriser. Voilà. Écoutez, merci. Et à la prochaine.